Élément court du 13e chapitre, synthèse en chimie organique. Donc la synthèse d'une espèce chimique, ça consiste en sa fabrication à partir d'une transformation chimique. Pour cela, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de transformation qui consiste à créer cette espèce chimique. Ensuite, deuxième étape, l'extraction. Donc c'est retirer l'espèce chimique que l'on a créée du milieu réactionnel. Troisième étape, l'analyse qui permet de vérifier que l'on a créé l'espèce voulue d'une part et d'autre part vérifier sa pureté. Et quatrième étape, dans le cas où le produit extrait n'est pas pur, pour lequel il y a encore des impuretés, on va avoir une étape de purification. Donc là, l'objectif du chapitre, c'est de présenter ces 4 étapes: transformation, extraction, analyse et purification. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à la transformation. Donc, au niveau des réactifs, pour certaines espèces chimiques que l'on veut créer, il peut exister plusieurs réactifs. Et donc là, il va falloir faire un choix et évaluer entre les avantages, les inconvénients, la dangerosité et le coût des réactifs. Au niveau des paramètres expérimentaux, là ici l'expérimentateur il doit faire certains choix au niveau de la sécurité, de la température, la durée de la réaction, il faut qu'elle soit raisonnable, l'utilisation du solvant, du pH, du catalyseur. Donc le catalyseur, juste un point dessus, c'est une petite espèce chimique que l'on va introduire dans le milieu réactionnel et qui va faire en sorte que la durée de la synthèse va être la plus courte possible. Donc cette espèce chimique, elle a la spécificité qu'elle n'apparaît pas dans l'équation chimique. On sait qu'elle est présente via le protocole, mais lorsque l'on regarde l'équation chimique, elle n'apparaît pas dedans, étant donné qu'elle est là au début, et lorsqu'on s'intéresse au mécanisme réactionnel, c'est-à-dire à l'ensemble des réactions qui se forment au cours de la transformation, à ce moment-là, elle va être régénérée. Donc c'est pour ça, comme elle est là au début, comme elle est là, elle sera présente à la fin, elle n'apparaît pas, mais elle va avoir une grande influence sur la durée de réaction. Et donc là, ça c'est important ici, parce que la majeure partie des réactions dans le milieu industriel notamment utilisent des catalyseurs. Au niveau du choix du montage, donc là il y a plusieurs types de montage. Alors tout d'abord, si on utilise un solvant qui est peu volatile, donc je vous rappelle, peu volatile ça signifie qu'il génère peu de vapeur, donc ça veut dire que sa température d'ébullition est relativement élevée, au-dessus de 70 degrés. Donc si on utilise un solvant qui est peu volatile et on n'a pas besoin de chauffage, là on va tout simplement utiliser un agitateur magnétique qui va permettre en fin de compte d'homogénéiser les réactifs et donc de favoriser le contact entre ces derniers. Si on utilise un solvant qui est volatile et ou on utilise un chauffage, on va utiliser ici un chauffage à reflux. Donc le chauffage à reflux, il existe deux versions. Là c'est le chauffage à reflux avec un réfrigérant à eau. Donc c'est celui qui est le plus efficace ici. Donc quand je dis le plus efficace, c'est celui qui est utilisé lorsqu'on utilise justement des solvants qui sont très volatiles. Et le principe, vous avez votre milieu réactionnel ici qui est contenu dans un ballon. Le ballon est chauffé, donc on chauffe afin de diminuer la durée de la synthèse. Mais comme on utilise des espèces chimiques, notamment le solvant qui est volatile, ça va générer des vapeurs. Et donc s'il n'y a pas de réfrigérant, on a une perte inévitable de matière. Et de ce fait, ici le réfrigérant, donc c'est un dispositif dans lequel va circuler de l'eau froide, en fin de compte va condenser les vapeurs qui vont se former à l'intérieur ici de ce réfrigérant, et ces vapeurs, lorsqu'elles sont condensées, vont retomber dans le milieu réactionnel. Donc ça permet d'accélérer et donc de diminuer la durée de la synthèse tout en évitant les pertes de matière par évaporation. Il existe une autre variante du chauffage à reflux, c'est au lieu d'avoir un réfrigérant à eau, on a un réfrigérant à air, et un réfrigérant à air, en fin de compte, c'est un dispositif qui est beaucoup plus simple que celui-ci, étant donné que c'est tout simplement, on a le ballon dans un chauffe-ballon, et au-dessus du ballon, on a tout simplement une tige de verre assez conséquente, entre 50 et 70 cm de hauteur, et en fin de compte, les éventuelles vapeurs formées, elles seront condensées par l'air. Donc ça, on utilise ça lorsque l'on sait que l'on va générer peu de vapeur au cours de la synthèse. Pour mesurer l'efficacité des synthèses avec lesquelles on va travailler, on va introduire la notion de rendement. Donc
ici le rendement en chimie pour une transformation chimique et elle est définie par le symbole état. Alors elle est représentée par le symbole état et le rendement est défini comme la quantité de matière du produit formé, de l'espèce chimique voulue, divisé par la quantité de matière maximale. Alors la quantité de matière de produit formé, NP ici, c'est une donnée expérimentale. Par contre, Nmax, elle, c'est une quantité de matière que l'on peut déterminer par le calcul en se basant sur le fait que la transformation est totale et donc en utilisant le calcul avec détermination du réactif limitant. Derrière, le rendement est une grandeur qui est toujours comprise entre 0 et 1 ou entre 0% et 100%. Donc voilà pour la première étape au niveau de la transformation. Deuxième étape, l'extraction. Donc là, l'extraction, l'objectif, c'est une fois que l'espèce chimique elle a été créée, on veut tout simplement l'extraire, la retirer du milieu réactionnel, c'est-à-dire la retirer du solvant qui a été utilisé, des réactifs qui sont en excès, du ou des réactifs qui sont en excès, et des éventuels autres produits qui ont été créés ici lors de la synthèse. Alors, ici, toutes les techniques d'extraction, elles sont basées sur les propriétés concernant la solubilité. Alors, premier type de technique d'extraction, ce qu'on appelle l'extraction par décantation. Donc là, on utilise cette technique lorsque l'espèce chimique que l'on souhaite former, elle est sous forme liquide et non miscible avec le reste du mélange réactionnel. Auquel cas, pour pouvoir la récupérer, on va tout simplement prendre le mélange réactionnel, le milieu réactionnel, on va le mettre dans une ampoule à décanter, on va laisser décanter, c'est-à-dire on va laisser reposer, et ensuite on va pouvoir séparer les deux phases au moyen de l'ampoule à décanter. Si on n'est pas dans ce cas de figure-là, si l'espèce chimique que l'on a créée, elle est miscible au mélange réactionnel, mais pour autant, on sait que sa température d'ébullition est différente des autres températures d'ébullition d'au moins 15 degrés. Donc des autres températures d'ébullition des espèces chimiques qui sont présentes dans le milieu réactionnel. À ce moment-là, on peut utiliser un mélange de distillation fractionnée. Et donc ce dispositif, on met le milieu réactionnel dans le ballon, on va chauffer à nouveau ici. Et de par ce dispositif, en fin de compte, donc la température du milieu réactionnel va augmenter. Et lorsque l'espèce chimique qui a la température d'ébullition la plus basse, lorsque la température ici va atteindre la température d'ébullition de l'espèce chimique la plus basse, à ce moment-là, celle-ci en fin de compte va se transformer en gaz et on va pouvoir, donc le gaz ici va monter dans ce qu'on appelle la colonne de Vigreux. Une fois en haut de la colonne de Vigreux, le gaz va venir ici au niveau du réfrigérant à air et le réfrigérant à air, comme dans le montage à reflux, va condenser les vapeurs, mais ces vapeurs ne vont plus retomber dans le milieu réactionnel. Ici, elles vont être récupérées dans l'Erlenmeyer. Et donc le résultat de cette opération, on appelle ça un distillat, étant donné qu'on réalise une distillation. Et donc là, on va récupérer l'espèce chimique dont la température d'ébullition est la plus basse. Lorsque cette espèce a disparu dans le ballon, à ce moment-là, le milieu réactionnel, sa température va à nouveau augmenter jusqu'à atteindre la température d'ébullition de la deuxième espèce chimique dont la température est la plus basse, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir séparer ici au fur et à mesure les différentes espèces chimiques. Et pour savoir de quelle espèce il s'agit, ici on a un thermomètre de contrôle. Et vous voyez ici l'extrémité du thermomètre est mise à l'entrée de l'Erlenmeyer, comme ça. Si on veut extraire une espèce chimique dont on sait que sa température d'ébullition elle est de 85 degrés, lorsque l'on verra apparaître sur le thermomètre la température ici au niveau des vapeurs formées de 85 degrés, ça veut dire que ici il y a la présence de l'espèce chimique que l'on veut extraire et à ce moment-là on pourra mettre un Erlenmeyer propre et pouvoir extraire cette espèce chimique. Quand est-ce qu'on va savoir que l'extraction est terminée? C'est quand la température va évoluer. Parce que si j'ai pu mon espèce chimique, dont sa température est à 85 degrés par exemple, à ce moment-là, la température va commencer à augmenter. Et auquel cas, on peut retirer l'Erlenmeyer, le changer, ou tout simplement arrêter la transformation, arrêter la distillation. Troisième technique, ici l'extraction liquide-liquide.
Donc pour cela, on va utiliser un solvant extracteur et pour choisir le solvant extracteur, il faut vérifier deux conditions. À savoir, il faut que le solvant que l'on va utiliser comme solvant extracteur soit non miscible avec le mélange initial. Et ensuite, il faut que l'espèce que l'on veut extraire soit beaucoup plus soluble dans le solvant extracteur que l'on va utiliser que dans le mélange initial. On met en contact ensuite ce solvant extracteur avec le mélange initial, avec le milieu réactionnel, on mélange et ensuite on fait la séparation via une ampoule à décanter. Dernière technique ici présentée, la cristallisation. Donc là, c'est pour extraire l'espèce chimique que l'on souhaite du milieu réactionnel, on va modifier l'un de ses paramètres, c'est-à-dire par exemple la température, le pH ou autre. Et l'objectif, c'est de diminuer fortement la solubilité de l'espèce chimique que l'on veut extraire. Comme ça, elle va se cristalliser, c'est-à-dire qu'on verra l'apparition d'un solide. Et à ce moment-là, on peut récupérer ce solide en utilisant une filtration. Donc la filtration ici, Büchner, elle est plus efficace qu'une filtration simple, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup plus régulièrement. Troisième partie, technique d'analyse. Donc là, une fois que l'espèce chimique que l'on souhaite créer, on a réussi à l'extraire du milieu réactionnel, il faut que l'on l'analyse. À ce moment-là, il existe plusieurs techniques. Soit on utilise ce qu'on appelle une chromatographie, soit on fait une analyse spectroscopique, donc infrarouge, RMN ou UV, les ultraviolets, ou on peut mesurer une grandeur physico-chimique qui est caractéristique de l'espèce chimique, par exemple sa température de fusion. Donc là, je vous rappelle, température de fusion, c'est le passage de solide à liquide, et pour cela, on utilise un banc aux fleurs. Donc là, vous avez une image du banc aux fleurs, où en fin de compte, au niveau du banc aux fleurs, vous avez ici une règle métallique sur laquelle on va déposer le produit dont on veut déterminer la température de fusion. Et la propriété ici, c'est qu'en fin de compte, la température varie continuellement sur la règle. Elle passe de 60 degrés à 250 degrés et on va pousser au fur et à mesure le produit jusqu'à ce qu'on voit apparaître son changement d'état à ce niveau-là. Après, ensuite, on met le petit réglé qui est ici et on va pouvoir lire la température ici. Dernière technique, la purification. Donc la purification, ça consiste tout simplement à éliminer les différentes impuretés qui sont encore dans notre produit, et ici on peut utiliser plusieurs techniques. Première technique, la distillation fractionnée, qui a été mentionnée précédemment pour faire l'extraction. On peut utiliser la distillation fractionnée pour justement éliminer les différentes impuretés. On peut aussi, pour une espèce solide, utiliser la technique de la recristallisation. Donc le principe de cette technique, c'est qu'on a notre produit qui est impur, on va le mettre dans un solvant, on va le chauffer, et en fin de compte, on va choisir le solvant de telle sorte que les impuretés soient beaucoup plus solubles dans ce solvant que notre produit de synthèse. Et à ce moment-là, lorsque l'on va dissoudre notre produit impur, tout va se dissoudre, impureté plus le produit, et après on va refroidir. En refroidissant le mélange, à ce moment-là, seul notre produit va se cristalliser, va devenir solide, et les impuretés, elles vont rester en solution. Et ensuite, pour récupérer tout, on va faire une filtration sur Büchner. Dernière chose, au niveau de la purification, lorsqu'on souhaite éliminer, lorsqu'on sait que les impuretés sont des molécules d'eau, on peut utiliser ce qu'on appelle un dessiccateur. Donc c'est une substance chimique qui a la propriété de capter les molécules d'eau. Exemple de dessiccateur, le sulfate de magnésium anhydre. Donc le terme anhydre ici signifie littéralement sans eau, et donc ça sous-entend que la molécule en question ici, elle a une grande affinité avec l'eau. Et à ce moment-là, lorsqu'on utilise un dessiccateur pour éliminer les traces d'eau, on dit qu'on sèche la phase organique. Et ça clôture ces éléments de cours sur ce chapitre.